Voilà, je te propose donc ici de continuer notre étude de la formule d'Ampère, la formule de force magnétique d'Ampère qu'on a découverte dans la séquence précédente. Là, voici cette formule, rappelle-toi, hein, c'est la formule qui te donne la force magnétique qui s'exerce sur un élément de courant I0L qu'on voit ici, qui se trouve à une certaine distance R, d'un courant I qui lui est considéré d'extension infinie. Voilà, alors la valeur de la force est donnée donc par cette expression mathématique ici, mais à une constante près, constante qu'on peut voir comme étant l'analogue de la constante de force électrique de Coulomb qui se trouve ici. Le parallèle est assez évident, hein. Q0 ici, c'est la charge d'essai. Ici, on peut voir l'élément de courant I0L comme étant le courant d'essai qui nous permet de sonder la force ici, notamment par rapport à ces variations spatiales ici qu'on retrouve en 1 sur R et que Coulomb, lui, a trouvé en 1 sur R carré. Donc voilà, hein, on a bien cette analogie entre cette constante qu'on peut donc appeler la constante de force magnétique. Alors cette constante de force magnétique, elle n'est pas définie aussi rigoureusement que la constante de force électrique qui est là. Quelquefois, dans certains livres, tu trouveras pour sa valeur une valeur qui est 2 fois plus petite que celle qui se trouve ici. C'est simplement parce qu'elle intervient dans des expressions plus compliquées que celle-ci. Je t'avais montré dans la séquence précédente que Ampère travaillait sur des expressions beaucoup plus compliquées avec des courants qui étaient tous les deux limités avec des angles. Bref, il est des fois plus pratique d'introduire cette constante qui vaut la moitié du Km que je te propose ici. Mais c'est pas très grave, hein, tu reconnaîtras avec moi que Km vaut 2Ka et donc il suffira de corriger ceci comme ça. Ça reste une constante, ce n'est pas très important. D'autant plus que très bientôt, on changera la constante Km qui est ici par une autre qu'on va appeler la perméabilité du vide. Tu verras tout ça, hein, la perméabilité du vide qui, elle, est définie de façon absolument non ambiguë, de manière tout à fait univoque. Donc voilà, pour le moment, n'attachons pas trop d'importance à la définition exacte de la constante de force magnétique. On s'en débarrassera de toute façon très bientôt. Voilà, en attendant, on va travailler sur ce parallèle. Hein. Je vais te proposer d'évaluer cette constante. Comment va-t-on faire pour connaître la valeur de cette constante? Alors pour ça, je vais repartir de ce qui a été fait avec la loi de force électrique de Coulomb. Je fais un petit peu de place et je te pose ici la question de comment ferais-tu, toi, pour mesurer cette constante K0 pour y accéder de façon expérimentale. Comment est-ce que tu ferais? Je te laisse un petit peu réfléchir, tu vois ici, hein, ce qui te permettrait de calculer K0. Alors voilà, je vais continuer, hein, bien sûr. Ici, ce K0, on peut l'obtenir tout simplement en faisant des choix des charges qui se trouvent ici, de la distance qui est là. Si tu fais un choix de la charge Q qui est là, par exemple, je ne sais pas moi, 2, 3 millicoulombs, ceci, pourquoi pas 5 microcoulombs, n'importe quoi. Comme valeur, la distance entre elles, tu vas choisir quelque chose qui est commode, je ne sais pas moi, 1, 2, 3 cm. Voilà, tu vas faire ton choix. Ce choix va correspondre donc à des nombres, 3 nombres qu'on va retrouver ici, et qui vont se combiner ici dans l'expression mathématique pour donner un nombre. À ce choix particulier de paramètres correspondra bien sûr une force que tu pourras toujours mesurer, par exemple avec la balance à torsion de Coulomb. Tu as donc le nombre qui est ici, c'est la force que tu vas mesurer. Et voilà, et le K0, il va apparaître tout simplement, hein, tu vas l'isoler, tu vas tout simplement dire hein, que tu peux l'obtenir ici en prenant la force ici qui est un nombre divisé par le nombre qui est là. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Alors bien sûr, le 1 sur R carré ici au dénominateur, il va venir au numérateur, hein, j'écris ça plus proprement. Voilà. Donc, le K0, il sera très facile à obtenir, hein, et quel que soit le choix que tu fais de charge Q, Q0, de distance entre elles, tu relèveras toujours une force qui va satisfaire cette égalité. Hein, c'est ça la beauté des constantes universelles. K0 est une constante universelle de la nature. Quel que soit le choix que tu fais ici de charge et de distance, tu obtiendras toujours une force qui satisfait cette égalité. Et donc voilà, quel que soit le choix que tu fais, tu trouveras un nombre qui est une constante universelle, hein, j'insiste bien là-dessus. Cette constante universelle, elle vaut à peu près 9, 10 exposant 9 newtons, mètre carré sur coulomb carré. Alors là, on peut peut-être un petit peu s'arrêter sur les unités, hein, voilà.
On est ici avec une force. La force est bien donnée en newton. J'ai bien ici des distances au carré, c'est bien des mètres carrés. Et là, je vois que j'ai un produit de charge, c'est bien des coulombs au carré d'un point de vue dimensionné. Et donc voilà, je suis capable de dire que les unités de la constante universelle de Coulomb ici, ce sont des newtons par mètre carré. Newton fois mètre carré par coulomb carré. Voilà, je vais maintenant faire un petit peu de place en mettant ça ici. Alors on peut illustrer ce que ça veut dire, hein. C'est une constante qui a une certaine valeur ici, on va voir ce que ça signifie en pratique. Et pour ça, je vais faire un choix simple. Faisons un choix simple, je vais prendre une charge Q0 et une charge Q qui valent toutes les deux 1 coulomb. Tu vois, je ne me casse pas la tête, je suis un petit peu naïf en te proposant ça, mais voilà, on va voir ça dans quelques secondes. Les deux charges valent 1 coulomb et la distance entre elles, je vais prendre 1 mètre, hein, c'est super simple, comme ça j'ai des unités de base ici, avec chaque fois un 1 devant, ça va être très facile à calculer, hein, tout ça tu es bien d'accord. Si je fais ça effectivement, hein, je vais avoir comme valeur de la force K0 que je viens de te donner, à peu près 9, 10 exposant 9, newton mètre carré par coulomb carré qui seront multipliés par 1 fois 1 coulomb carré. Donc j'aurai un 1 ici, les coulombs carrés vont se simplifier avec ceci, hein, quand j'aurai mis ça ici, tu es d'accord. Et puis divisé par 1 mètre carré, le mètre carré que j'ai ici va se simplifier avec celui-là, il me restera juste des newtons, ce qui est rassurant bien sûr, hein, parce que c'est bien une force que je calcule, c'est bien des newtons que je dois récupérer. Voilà, que ce qu'on constate? On constate que 2 coulombs séparés de 1 mètre exercent entre eux une force de à peu près 9 milliards de newtons, c'est-à-dire à peu près 1 milliard de kilogrammes force. Voilà, c'est une force considérable, hein, on y reviendra tout à l'heure, tu vas voir. Voilà, donc là, on a fini le travail pour ce qui concerne l'électricité. On peut maintenant passer confortablement à la force magnétique. Voilà, donc on va procéder de la même manière. Je cherche à évaluer Km. Comment est-ce que je vais faire expérimentalement? Eh bien voilà, mon montage expérimental est là. Je vais choisir un élément de courant, une certaine valeur de I0, une certaine valeur de L. Le voilà, I0, voilà L. Je dispose ça sur ma table d'expérimentation. Ensuite, je vais disposer ça à une certaine distance R d'un courant. Alors, je peux choisir ici 2, 3, 4 cm, pourquoi pas moins, pourquoi pas plus. C'était équivalent. Et je choisirai le courant I, bien sûr, ici, du fil de grande longueur. Voilà. J'obtiendrai ici donc un nombre auquel correspondra bien sûr une certaine force. Avec tous les paramètres que j'ai choisis ici, expérimentalement, j'aurai bien une force que je peux mesurer, avec un dispositif de mesure quelconque, une balance à torsion, pourquoi pas. Voilà, donc j'aurai un nombre ici, un nombre là, et forcément en divisant par ce nombre, j'obtiendrai la constante de force magnétique. La constante de force magnétique qui va apparaître donc comme Fm divisé par ceci, avec de nouveau ce petit r au dénominateur du dénominateur. C'est pas très agréable. Je vais bien sûr le faire remonter au numérateur. Voilà. Voilà, alors là, je vais y aller directement. Je vais faire un choix simple des paramètres. Je vais choisir pour I et I0, je vais choisir 1 ampère. 1 ampère, tu sais très bien ce que c'est, hein, c'est un débit de charge, un courant, c'est donc bien un nombre de coulombs par seconde, un courant. Et donc 1 ampère, c'est 1 coulomb par seconde. Ok, très bien, donc c'est le choix que je fais pour les deux courants. Ensuite, je vais choisir 1 mètre de longueur pour l'élément de courant qui subit la force. Et je vais choisir 1 mètre de distance. Donc là, je ne suis plus vraiment à l'échelle, hein, c'est 1 mètre, mais voilà, c'est pas grave. Voilà, et si je fais ça, qu'est-ce que je vais récupérer comme force? Alors ça, c'est l'expérience qui le montre. Hein. Je vais ici mesurer ma balance à torsion, la force que j'ai, et je constate une force de 2-10-7 newtons. 2-10-7 newtons, c'est une force qui n'est pas bien grande, elle n'est pas bien impressionnante. Hein. Si je compare ici aux milliards de kilogrammes force, je suis avec quelque chose ici de virtuellement négligeable. C'est 16 ordres de grandeur inférieurs à la force électrique qui apparaît ici. Donc là, on a déjà compris que les forces magnétiques seront typiquement plus faibles que les forces électriques. Voilà. C'est pas ça qui m'intéresse maintenant, c'est la valeur de Km. Alors maintenant, j'ai tout pour calculer Km, puisque j'ai la force et j'ai la valeur de tous les paramètres qui interviennent ici.
Alors voilà, je vais mettre la force 2, 10-7, et puis je vais mettre ici 1 pour R, 1 pour L, 1 et 1 pour les courants, c'est-à-dire que tout ceci vaudra 1. Il me restera donc juste 2, 10-7, la valeur qui est ici. 2, 10-7 avec les unités, bien sûr, il ne faut pas oublier. J'ai des newtons ici que je n'oublie pas, je les retrouve ici. Je vois que les mètres ici se simplifient avec ceci, donc les mètres n'apparaissent pas. Voilà, c'est plus simple que les unités que j'avais ici, hein, on est d'accord. Les mètres n'apparaissent pas, il me reste juste des ampères au carré ici. L'unité du courant, c'est l'ampère, elle apparaît 2 fois, c'est donc bien des ampères au carré. Voilà, j'ai donc les unités de la constante de force magnétique, des newtons par ampère carré, et on voit que la constante de force magnétique vaut 2, 10-7 dans ces unités. Voilà, ce sont des valeurs, hein, je peux la mettre ici pour faire un peu de place, et on voit ici donc qu'il s'agit de valeurs extrêmement différentes. Je prends ici les unités de base du système international, ici aussi, et on voit que dans ces unités de base, eh bien, la constante ici de force électrique est 16 ordres de grandeur, plus de 16 ordres de grandeur supérieurs à la constante de force magnétique. Voilà, mais c'est peut-être pas la seule chose qui est frappante là-dedans. Si je te demande de regarder cette valeur-ci et cette valeur-là, c'est quoi qui te frappe encore, à part l'ordre de grandeur? Ce qui est frappant, bien sûr, c'est le 2. Pourquoi 2 tout rond? Ici, ce n'est pas le résultat d'une approximation. Hein. Le 2 qui apparaît ici, c'est pile poil 2 newtons. 10-7, bien sûr, 2 10-7 newtons. Alors qu'ici, j'aurais pu continuer à mettre d'autres décimales. Hein. C'est un nombre, voilà, il n'en termine pas. Hein. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez étonnant, ça. Hein. À ton avis, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que je tombe pile sur 2? Est-ce que c'est un heureux hasard de tomber pile sur 2? J'ai beau faire la mesure de la force aussi précisément que je veux, j'ai toujours 2, exactement 2. Hein, là, tu dois bien te rendre compte qu'il y a quelque chose là-dessous. Eh bien oui, tu as raison de te méfier. Hein, c'est tout simplement parce que l'ampère est défini sur cette valeur. Le courant de 1 ampère est le courant qui, dans cette configuration, donne 2 10-7 newtons sur l'élément de courant qui est ici. 1 ampère sur 1 mètre subit, à 1 mètre de distance de 1 ampère, subit la force de 2 10-7 newtons. Voilà, et ça, il faut bien en avoir conscience. L'ampère est défini sur base de la force magnétique, sur base de la formule de force magnétique d'Ampère. Hein, c'est pour te dire l'importance de cette formule en pratique, et c'est pas étonnant, bien sûr, qu'on appelle cette unité du courant l'ampère. Hein, c'est sur la formule d'Ampère qu'elle est basée, au travers de la relation qui est ici. Hein, avec ces paramètres-ci, on obtient 2 10-7 newtons, pile poil, parce que l'ampère est défini comme ça. Hein, si j'avais pris d'autres valeurs pour le courant, ben, j'aurais eu ici d'autres valeurs, bien sûr. Hein. Donc, essaie de bien comprendre. Si j'avais défini l'ampère 2 fois plus grand, par exemple, ben, j'aurais eu ici 2 et 2, j'aurais un facteur 4, j'aurais eu ici quelque chose de plus grand. Mais on a décidé ça comme ça. L'ampère, tel qu'on le définit, correspond à ceci. Alors tu vas me dire, pourquoi une si petite valeur? Je suis ici avec 16 ordres de grandeur inférieurs à la force électrique que j'ai entre 2 coulombs séparés d'1 mètre. Et ici, j'ai donc une force ridiculement faible. Pourquoi ne pas avoir choisi pour unité du courant quelque chose de plus grand qui m'aurait donné ici quelque chose de comparable? Tu es d'accord que c'est arbitraire? Si j'avais choisi ici, non pas le facteur 2, comme je te le disais, qui redonnait un facteur 4, hein, puisque c'est I au carré qui intervient ici sur la force, si j'avais choisi un facteur, je ne sais pas moi, 10 000, si j'avais décidé ici un facteur que l'ampère est 10 000 fois plus grand, ben, j'aurais eu 10 exposant 4 fois 10 exposant 4. J'aurais eu quelque chose de 10 exposant 8 fois plus grand. Et donc j'aurais eu ici une force qui aurait été de l'ordre de 2 10 exposant 1, c'est-à-dire 20 newtons. On se rapprocherait déjà un petit peu plus, et encore, on serait très loin. Bref, tu as compris, c'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce que l'ampère semble être une unité aussi petite, qui donne des forces aussi petites d'interaction entre courants? Eh bien, on va un petit peu élucider ça. Hein, en réalité, l'ampère est une unité de courant qui est considérable. Et pour ça, ben, je vais t'en convaincre. Je vais ici disposer d'un chronomètre
qui est gradué en centièmes de seconde. Je vais donc attendre une seconde, et pendant cette seconde, le courant ici va être de 1 ampère. Et tu vois que ce courant va servir à remplir la petite boule qui est ici de charge. On a un accumulateur électrostatique ici qui va subir un débit de charge de 1 ampère pendant une seconde. Alors voilà, je mets en route le chrono, la seconde passe très lentement, ça se passe au ralenti, les charges accumulent ici, s'accumulent dans la boule qui est ici. La seconde est bientôt passée, le courant va donc s'arrêter, on va fermer le circuit qui amène le courant, voilà qui est fait. Au bout d'une seconde, je me retrouve donc par définition avec 1 coulomb. Pourquoi? Parce que l'ampère, c'est 1 coulomb par seconde. Mais l'ampère, on l'a défini sur ça. L'ampère est le courant qui provoque une force de 2×10⁻7 newtons dans cette configuration. L'ampère, il est défini sur la force magnétique. Donc, force est de constater que c'est le coulomb qui dépend de cette définition. On dit souvent que l'ampère, c'est 1 coulomb par seconde, mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faudrait le voir. Il faudrait surtout dire que 1 coulomb, c'est 1 ampère fois une seconde, puisque c'est l'ampère qui est défini avant le coulomb. D'accord? Donc voilà, je viens mettre la seconde de chaque côté ici, je multiplie par une seconde, 1 ampère fois une seconde, ce sera égal à 1 coulomb. C'est bien ce qui est écrit ici. Ceci signifie bien qu'un débit de charge de 1 ampère pris pendant une seconde va correspondre à une accumulation de charge de 1 coulomb. Voilà, et ça, ça veut dire que le coulomb, c'est un courant considérable, parce que 1 coulomb dans cette boule ici, c'est une charge gigantesque. Je vais l'illustrer ici avec l'expérience, avec les paramètres qui sont là. Voilà, j'ai les 2 boules qui pour le moment sont neutres électriquement, il n'y a pas de charge électrique dedans, mais je vais ici allumer les courants de 1 ampère pendant une seconde. Ça ne va pas être bien impressionnant, c'est pas long, une seconde. Voilà, les courants vont s'allumer, regarde bien, voilà. Une seconde, c'est fini. J'ai 1 coulomb de chaque côté. Donc l'ampère, on pourrait se dire, c'est pas un courant très impressionnant, mais quand on voit à quoi il résulte à ici 2 coulombs séparés de 1 mètre, et 2 coulombs séparés de 1 mètre subissent, comme le petit calcul que l'a montré ici, subissent une force de 9, 10 exposant 9 newtons, c'est-à-dire 1 milliard de kilogrammes force, plus ou moins 1 milliard de kilogrammes force. C'est considérable. Qu'est-ce qui pèse 1 milliard de kilogrammes force, à ton avis? C'est pas facile à trouver. J'en ai trouvé un exemple, c'est un des plus grands navires militaires au monde, ici un porte-avions américain, qui à pleine charge commence à se rapprocher de ce poids. Donc voilà, essayez d'imaginer ce que représente cette force ici de 1 coulomb lorsqu'elle est à proximité d'un autre coulomb de 1 mètre. Alors voilà, cette petite boule de 1 coulomb ici, je l'ai fixée ici sur le pont de ce bateau en plein milieu du pont. De manière à ce que, quand tu viendras mettre une autre boule ici, mais cette fois-ci chargée négativement, c'est-à-dire que la force sera attractive, tu prends une grue ici super costaude, tu la mets ici à une distance de l'ordre du mètre, le coulomb négatif ici et le coulomb positif vont s'attirer, avec une force telle qu'elle serait tout à fait capable de lever complètement ce bateau. C'est pour te dire que cette force est considérable. 1 coulomb est une force considérable. Et pourtant, je répète, 1 ampère, tu peux l'observer très facilement. Dans la plupart des applications domestiques de l'électricité, tu peux atteindre 1 ampère relativement facilement. Avec un fer à repasser, par exemple, ça dépend de quelle puissance tu mets, mais tu peux dépasser l'ampère. Voilà. Donc, voilà, l'ampère semble pas très impressionnant, mais en termes de charge accumulée, il l'est. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette différence entre l'ampère? Un ampère s'obtient très facilement, et puis de l'autre côté, quand on regarde la quantité de charge à laquelle ça correspond, c'est gigantesque. C'est tout simplement parce que 1 ampère correspond en fait à un transport de charge dans un fil conducteur. Et un fil conducteur est un objet neutre. Dans un fil conducteur, il y a autant de charges positives que négatives. Et donc, je n'ai pas de champ électrique ici, il n'y a pas de force. Les charges ici se déplacent, bon an, mal an, ici, au travers de la matrice cristalline du conducteur. Il n'y a pas de situation critique. Voilà, les charges peuvent se déplacer, et je peux déplacer facilement 1 coulomb pendant une seconde. Ce n'est pas du tout un défi de faire ça. Par contre, si je regarde ce qui se passe ici, quand j'ai le coulomb qui est accumulé ici sur cette charge métallique,
eh bien à ce moment-là, j'ai beaucoup plus d'électrons que de protons. Et à ce moment-là, j'ai des tensions terribles. Tous ces électrons se voient l'un l'autre, ils se repoussent puisqu'ils sont de charges équivalentes, et donc je peux avoir des forces ici qui sont gigantesques. Et en fait, bien avant d'arriver à un coulomb sur une boule comme ça qui fait, ce que je te montrais, c'était quoi? C'était 20-30 cm de diamètre. Avant d'arriver à un coulomb, les électrons seraient tout simplement arrachés, tu créerais des affres électriques dans toutes les directions. Il est juste impossible d'accumuler un coulomb sur une boule qui a une dimension raisonnable. Voilà, donc c'est ça la raison. C'est la raison pour laquelle un coulomb semble énorme, mais un coulomb par seconde, en termes de débit, n'est pas du tout quelque chose d'impressionnant. Voilà, j'espère que tu arrives à appréhender un petit peu ça. J'ai insisté là-dessus parce que c'est relativement contre-intuitif. On te dit qu'un coulomb, c'est une charge gigantesque, on ne pourra jamais réussir à l'assembler sur un objet de taille finie. Et puis on te dit qu'un coulomb par seconde, finalement, c'est pas un gros problème. Ben voilà, l'explication, elle est là. C'est en tout cas un point de vue sur ces considérations. Voilà. Revenons maintenant à nos choses, la définition de l'ampère. Voilà, on a ici la définition de l'ampère. On voit qu'on a 1 mètre ici de distance, donc on voit que ceci n'est pas un schéma tout à fait adapté. On va revenir ici à quelque chose de plus réaliste. Voilà. Si je prends 1 mètre de distance pour 1 mètre de long, ces deux longueurs-là sont comparables. Ceci est une représentation plus réaliste. Qui te permet de visualiser ce que c'est qu'un ampère. Un ampère, c'est de bien faire l'effort. Si tu ne fais pas ça, ça va vite partir, ça va vite quitter ton esprit, tu ne sauras plus ce que c'est qu'un ampère. Un ampère est le courant qui, dans cette configuration, un courant de 1 ampère de 1 mètre ici, une distance d'1 mètre d'un courant d'extension infinie de 1 mètre, de 1 ampère, te donne la force de 2 10 exposant moins 7 newtons. Bien souvent, il est commode de dire que l'ampère est le courant qui, circulant dans 2 fils de 1 mètre de long, espacés de 1 mètre, conduit à cette force-là. On entend ça quelquefois. Dire ça, ça reviendrait à dire que je diminue ici le fil à 1 mètre. Voilà, mais ça ne donnera pas 2 10 moins 7 newtons. Parce que ici, tu as un champ qui va fortement diminuer, le champ ne sera plus homogène ici. Ici, au milieu, tu trouveras le champ le plus élevé, mais dès que tu vas monter, dès que tu vas arriver ici, à cette hauteur-là, le champ sera bien plus faible. Pour récupérer la valeur qui est là, tu devrais te rapprocher beaucoup plus ici. Ici, peut-être que tu pourrais retrouver, en te rapprochant de l'extrémité, tu pourrais retrouver le champ qui est là. Voilà, donc ça ne marche pas. Dire que l'ampère est le courant qui est véhiculé dans 2 fils de 1 mètre séparés de 1 mètre donne la force de 2 10 moins 7 newtons, c'est pas correct. Peut éventuellement le faire, mais tu dois savoir que c'est pas tout à fait correct. Il faut revenir à ce fil d'extension infinie pour être rigoureux. Alors une manière de faire, si tu tiens absolument à visualiser les choses en termes de fils de même longueur, tu pourrais dire que l'ampère est le courant qui, véhiculé dans 2 fils de 1 mètre de long, séparés d'une distance de 1 cm, va donner, dans ces cas-là tu peux le faire, j'oublie de dire pourquoi on peut le faire à ce moment-là, parce que si tu as 1 cm ici, le champ qui est généré par le premier fil de gauche ici, il sera plus ou moins homogène sur toute la longueur du fil. Parce que ici, l'extrémité, elle a une influence, mais une très petite influence. Dès que tu as un grand angle ici, sur ce point-ci, l'extrémité ici, elle n'a plus du tout d'importance ici non plus. Ce n'est vraiment que tout au bout ici que tu auras une petite perturbation du champ magnétique qui sera un peu plus faible, de même ici en dessous. Bref, quasiment sur la totalité de la longueur, on peut estimer que le champ magnétique est constant si tu prends une petite distance ici par rapport à la distance de 1 mètre. Mais bien sûr, la force que tu vas récupérer, elle est là maintenant avec un R qui est 100 fois plus petit. Tu avais 1 mètre au départ, maintenant tu as 1 cm. Ça veut dire que la force sera 100 fois plus grande. Et donc ce n'est plus 10-7 newtons que tu auras, c'est 10-5 newtons. Voilà, donc tu peux, en corrigeant ceci, dire que l'ampère est le courant qui, véhiculé dans 2 fils de 1 mètre de long séparés de 1 cm, engendre la force de 2 10-5 newtons. Voilà, cette vision-là, elle est tout à fait admissible. Ça peut être utilisé pour la définition de l'ampère.
Voilà, j'espère que tu as compris. Si tu ne fais pas ça, sinon tu dois avoir en tête cette configuration-là, qui est assez désagréable, puisqu'il y a un fil qui est d'extension très grande et l'autre qui est d'extension de l'extension donnée dans la définition ici de l'ampère. Voilà, ceci termine l'exposé. Donc ce qu'on doit retenir essentiellement, eh bien, c'est la valeur de la constante, bien sûr, la constante de force magnétique d'ampère, 2 10-7 newtons par ampère carré. C'est une valeur toute petite. Et surtout, il ne faut pas oublier la formule dans laquelle elle intervient. C'est la formule de force magnétique d'ampère. Voilà, avec la constante de force magnétique d'ampère. Voilà, c'est ici que cet exposé se termine. Je te remercie pour ton attention et te dis à très bientôt.